dans cette partie, on a la notion de matrice de passage. Alors elle concerne uniquement, si on veut, un seul espace, mais dans un même espace, on peut avoir deux bases. Alors la seule chose qu'on sait, c'est que ces deux bases ont le même nombre de vecteurs, et on peut considérer la matrice de l'identité dans ces deux bases. Alors si on considère la matrice de l'identité dans une seule base, c'est-à-dire comme étant B1, B1, là on aurait la matrice identité, mais par contre si on considère la matrice comme étant dans des bases B2, B1, alors la matrice c'est plus du tout la matrice identité. Alors pourtant il y a quelque chose qui est intéressant sur cette matrice là, c'est que l'identité c'est toujours un isomorphisme, donc cette matrice là c'est la matrice d'un isomorphisme, autrement dit c'est forcément une matrice inversible. Alors justement ces matrices là sont particulières. Alors, il y a un problème des fois dans la dénomination, mais on appelle matrice de passage de B1 vers B2 la matrice des bases B2 vers B1, si on veut. Alors en fait c'est parce que tous les vecteurs de B2 sont exprimés en fonction de ceux de B1, ça va permettre le passage d'une base dans l'autre, et c'est plutôt les propositions suivantes qui vont nous intéresser par rapport à cette dénomination de B1 l'ancienne base vers B2 la nouvelle base. Et les matrices donc, de passage sont donc inversibles, et finalement la matrice inverse de celle qui permet de passer de B1 vers B2, c'est celle qui passait assez naturellement de B2 vers B1. Donc les matrices de passage sont liées, et ça ne va pas être les mêmes pour changer de B1 vers B2 ou de B2 vers B1. Alors toujours est-il qu'avec ces notations-là, on a donc les relations qui sont, si on a un vecteur de l'espace, il va pouvoir s'écrire dans la base B1, il peut aussi s'écrire dans la base B2, mais bien sûr les coordonnées ne sont pas du tout les mêmes suivant les bases. La matrice de passage permet justement de faire le lien, c'est-à-dire que simplement faire le produit matriciel de la colonne par la matrice de passage permet de retrouver les coordonnées dans l'autre base. Donc on obtient ici comment on fait pour si on connaît déjà les coordonnées dans B1, pour retrouver celle dans B2, donc on multiplie par la matrice de passage de B2 vers B1 ici, donc matrice de B1, B2. Voilà, et on a le résultat, donc ça c'est pour les relations de passage par rapport au vecteur. On a les relations de passage par rapport à une application. Alors si on a une application quelconque de E vers F, l'espace de départ E peut avoir deux bases B1 et B2, et l'espace d'arrivée F peut avoir deux bases C1 et C2. Alors à ce compte-là, c'est intéressant de savoir exprimer donc la matrice ici, la matrice donc dans des bases B1, C1, la transformer en des matrices de base B2, C2. En fait, c'est donné entièrement par un produit matriciel avec les matrices de passage. Et le schéma qu'il faut se faire de composer, c'est bien sûr que ça, c'est une application qui va de B1 vers C2, mais quand on calcule la composée, c'est le premier qui joue, c'est celui-là le plus à droite, c'est-à-dire ça c'est de B2 vers B1, puis c'est celui qui rentre en jeu de B1 vers C1, puis c'est celui-ci qui rentre en jeu de C1 vers C2. Donc au final, toutes ces flèches-là, si je veux les annoter, ça nous fait bien qu'il faut comprendre les flèches comme étant en quelque sorte à l'envers. Ça c'est de B1 vers de B2 ici vers P1. Ensuite, on remonte, c'est-à-dire ici c'est de B1 vers C1, et après on remonte, c'est-à-dire ça c'est de C1 vers C2. Autrement dit, la flèche complète c'est bien de B2 vers C2. En fait, c'est la même application, mais c'est les bases qu'on a changées par cette relation de changement de base. Voilà, et ce qui arrive dans la pratique, c'est qu'on ait cette formule-là dans le cas d'un endomorphisme. Alors le cas d'un endomorphisme, c'est donc E égale F, et donc si E égale F, on peut avoir B1 égale C1 et B2 égale C2. Et ce qu'on remarque, c'est que si c'est donc les bases B et C sont confondues, c'est-à-dire que la matrice qu'on met à droite, c'est la matrice de passage B2, B1, et celle-là, ça va être la B1, B2. Autrement dit, les matrices extrêmes là sont des inverses l'une de l'autre d'après la remarque en préambule ici. Donc en fait, la transformation qu'on obtient, c'est que la matrice dans une autre base, c'est alors ça, j'ai P fois la matrice fois P-1, autrement dit, on a cette expression de conjugaison, on multiplie à gauche par P et à droite par P-1,
Et on a déjà vu ça dans du calcul matriciel où on a justement des relations qui sont intéressantes au passage à la puissance, c'est-à-dire que le passage à la puissance se reporte directement sur la matrice à l'intérieur parce que les P comme ça qui sont à l'extérieur se télescopent, où P bien sûr c'est la matrice de passage. Donc ça nous fait un outil supplémentaire ici. Alors on va commencer par la relation de passage au niveau des vecteurs. Donc si on a deux bases B1 où je nomme les vecteurs U1 jusqu'à UN et B2 V1 jusqu'à Vn, bien sûr elles ont le même nombre de vecteurs parce que c'est deux bases d'un même espace. Alors ensuite, ce qu'on va dire, c'est que on a forcément une matrice comme ça P. En fait, c'est donc la matrice de passage. Et comment exprimer cette matrice de passage? Donc c'est l'image des vecteurs de la base de départ. Autrement dit, c'est chacun des UJ. Finalement, ça va être les colonnes. Hein, peuvent s'exprimer en fonction des VI. Autrement dit, c'est une certaine combinaison linéaire des VI. Ça correspond à dire que UJ, on peut le décomposer dans la base B2. Et quels sont les coefficients? Les coefficients, c'est justement ceux qui sont dans la matrice. Donc, c'est ça la définition, si on veut, de la matrice de passage, c'est que chacune des colonnes, par exemple, la première colonne, ce serait U1, mais en fonction de la base B2, autrement dit, combien de fois V1, combien de fois de V2, etc., combien de fois Vn, donc ce sera les coordonnées de U1 dans la base B2, etc., etc. Donc là, bien sûr, je ne peux pas remplir, j'ai rien pour compléter mon exemple, mais c'est le schéma. Donc on obtient ça, donc c'est les coordonnées en fonction de VI. Et après, quand je prends un vecteur U quelconque, alors U peut s'écrire comme étant, dans une base comme étant x1, xn, ça serait dans la base B1. Alors ça veut dire quoi cette notation-là? Ça veut dire qu'en fait, ça vaut simplement la somme pour j allant de 1 jusqu'à n des xj, uj. Et après, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut donc remplacer uj par l'expression que j'ai mis au-dessus. Ça fait la somme pour j allant de 1 jusqu'à n des xj, facteur de la somme pour i allant de 1 jusqu'à n des p ij vi, ce qui vaut donc la somme pour i allant de 1 à n. Et à l'intérieur, j'ai donc la somme pour j allant de 1 à n des p ij xj fois vi. Autrement dit, ici on retrouve sur les coordonnées. Et quelles sont ces coordonnées? Les coordonnées sont donc données par le produit matriciel entre P et une seule colonne. Là j'ai J et rien du tout, si on veut, ce sera J1. Donc une seule colonne, et la colonne sera X1, Xn. Donc ça c'est égal, si on veut, à Y1 jusqu'à Yn dans la base B2, c'est des vecteurs de B2. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a? C'est que donc YI, la ième coordonnée, vaut donc la somme pour J allant de 1 jusqu'à N des XJ, c'est-à-dire que la colonne Y1 jusqu'à Yn, c'est simplement donné par le produit matriciel entre la matrice P et la colonne X1 jusqu'à Xn. Ce qui nous donne notre relation de passage attendue au niveau des vecteurs. Donc on peut traiter l'exemple des polynômes, donc R3 crochet X, il peut y avoir plusieurs bases. Hein. Donc ici j'ai introduit deux bases de E. Alors la première c'est simplement la base canonique, et la deuxième c'est bien une base, hein, parce que les polynômes sont échelonnés en degrés, donc c'est une famille libre de 4 vecteurs d'un espace de dimension 4. Donc on a deux bases, on peut essayer de calculer la matrice de passage. Alors la matrice de passage ici, qui est la plus simple à calculer, c'est, on va plutôt exprimer les vecteurs de B1 en fonction de ceux de B0, c'est-à-dire les vecteurs de B1, c'est donc le premier c'est 1. En fonction de B0, c'est donc les coordonnées dans la base canonique, donc ça fait ça. Ensuite c'est x plus 1, ça fait ça. Ensuite c'est x plus 1 au carré. Quand je développe, ça fait
1 plus 2x plus x carré, donc ça fait ça. Et x plus 1 au cube, quand on développe, ça fait 1, 3x carré et x cube. Autrement dit, les coordonnées de la base canonique, ça nous donne ça. Et la matrice qu'on obtient, c'est une matrice de passage. En fait, c'est la matrice où on n'a pas fait de transformation, on a juste recopié les bases. Autrement dit, c'est la matrice de l'identité, mais dans des bases différentes. Donc en fait, on obtient ça, première colonne, premier vecteur, deuxième, etc. Voilà, donc en fait, on obtient cette matrice-là. Enfin, attention, c'est quoi cette matrice-là? C'est donc j'ai décomposé par rapport à la base canonique, donc c'est par rapport à la base canonique. Et donc ici, c'est les vecteurs de ma nouvelle base par rapport à ma base canonique. Donc on obtient cette matrice de passage-là, que je peux appeler P. Et la question pourrait être, pour un polynôme quelconque, je vais appeler Q peut-être, égale a plus bx plus cx carré plus dx cube, qui est donc finalement a, b, c, d dans la base B0. Quelles sont les coordonnées dans la base B1? Donc les coordonnées dans la base B1 sont donc données par le produit matriciel, et c'est le produit matriciel ici par la matrice de passage. Donc ça serait le passage de B1 vers B0. Donc finalement, il faut faire la matrice de passage inverse, c'est-à-dire P-1 multiplié par A, B, C, D. Ça va donner les coordonnées dans l'autre base. Donc ici, P est inversible et P-1. Donc on échelonne avec la matrice identité et on tombe sur cette matrice-là. Je ne fais pas le détail du calcul. En plus, c'est une matrice triangulaire supérieure, donc on voit que ça va être assez rapide à faire le calcul, mais en tout cas, on tombe sur ça. Quand on fait le produit matriciel entre ça et ça, on tombe sur A moins B plus C moins D. La deuxième coordonnée, ça nous fait B moins 2C plus D. La troisième, ça nous fait C moins 3D. Et la dernière, ça nous fait donc D. Et donc ça, c'est en fait les coordonnées dans la base B1. Bien sûr, c'est un même vecteur. Voilà, on obtient ça. Autrement dit, si on va être un peu plus explicite, ça veut dire que la transformation que j'ai mis là, alors normalement ça va être trivial sur la fin, ça fait ça. La première coordonnée, c'est combien de fois le polynôme 1. La deuxième, c'est combien de fois le polynôme x plus 1. La suivante, c'est combien de fois le polynôme x plus 1 au carré. Et enfin, le dernier, c'est x plus 1 au cube. Combien de fois? Alors, c'est d fois x plus 1 au cube. Et donc, quand on développe cette expression-là, on en retrouve bien sûr l'expression qui était au début. Alors, vous voyez que passer directement de là à là, c'est assez compliqué. Mais finalement, avoir la relation de passage, ça revient à inverser une matrice où on avait un algorithme qui est le pivot de Gauss-Jordan. Donc on va démontrer la partie relation de passage sur des applications linéaires, c'est-à-dire que une application linéaire peut avoir une expression matricielle dans certaines bases, B2, B2C2, et une autre dans une autre base. Et la multiplication, c'est une certaine matrice de passage à droite, une certaine matrice de passage à gauche. Alors pourquoi en fait on obtient cette relation-là? Bon, c'est presque qu'un jeu d'écriture, c'est-à-dire que ici on peut identifier que l'application F, et des fois on peut surnoter en disant qu'il irait dans E avec la base B2 vers F pardon, dans la base C2, on peut le décomposer comme étant en fait on commence par dire je fais, donc ça c'est l'application F, on fait l'application identité de E. Alors en fait, faire l'application identité au niveau des vecteurs, ça ne change rien, mais par contre, si on change la base, ça va changer la matrice.
Ensuite, on fait l'application F, et au niveau des bases numéro 1. Et après, ici, on peut refaire l'application identité. Autrement dit, la seule chose que j'écris dans ce diagramme-là, c'est F égale identité de F rond, identité de E. Et d'après le résultat des composés, on sait que les composés vont se traduire en produits avec justement les changements de base qui s'opèrent. C'est-à-dire qu'il faut bien faire attention que les bases vont se déporter et avec la règle exactement qui est écrite au-dessus. C'est-à-dire que la matrice, alors si par exemple je fais qu'une étape, c'est la matrice C2 identité F fois la matrice B1 C1 fois F, donc juste ce produit-là, ce qui précède dit que ça nous fait la matrice de la composée, donc identité F rond F, et les bases, celles extrêmes disparaissent et il ne nous reste que de B1 vers C2. Et quand je remultiplie par l'identité à droite, ça va donc simplifier les bases, donc B2, B1 pour récupérer de B2 vers C2. Voilà, alors je vais peut-être quand même faire d'écrire ça, égale mat de B1, C2 de F. Puis, donc c'est ce résultat-là, je remultiplie par l'identité. Par la matrice B2, B1, identité de E. Alors pour vraiment que le produit soit possible, il faut que les bases les plus extrêmes finalement soient les mêmes. Ici c'était ça qui devait être identique et qui doit disparaître. Et ça nous fait la matrice de B2 vers C2 de F rond identité qui vaut F. Dans les nouvelles bases. Voilà, donc on a cette relation de passage qui permet de passer, qui permet de changer les bases, c'est-à-dire passer d'anciennes bases, numérotées 1 dans des nouvelles bases. Il suffit de multiplier par la droite par une matrice de passage et par la gauche par une matrice de passage. Et donc dans le cas des endomorphismes, finalement ça va être simplement P et P-1, donc une matrice et sa matrice inverse. Alors on peut traiter cet exemple qu'on appelle de diagonalisation, c'est-à-dire si on a une matrice A quelconque, on va essayer de l'écrire P, D, P-1, avec P donc une matrice de passage et D une matrice diagonale. Alors ici, je n'explique pas forcément comment on trouve les vecteurs qu'on appelle des vecteurs propres, mais si ça c'est la matrice de passage de la base de vecteurs propres vers la base canonique, ce serait bien sûr de R3. Ça veut dire que ma matrice A, elle est associée à la transformation donc linéaire de R3 dans R3, qui est un vecteur X, vecteur colonne associé A fois X, et B0, c'est donc la base canonique, donc on peut rappeler, mais qui est donc simplement celle-ci. Et donc B, l'autre base, serait la base qui est associée à cette matrice de passage. Donc en fait, c'est simplement en colonne. Ça serait le premier vecteur de la base. Ça serait le deuxième vecteur de la base. Et ça serait le troisième vecteur de la base. Donc l'idée ici, c'est, en fait, cette matrice-là, c'est la matrice dans la base canonique, parce que c'est l'application linéaire canoniquement associée. Donc A, c'est la matrice de FA dans la base B0. Et on aimerait bien, pour faire apparaître la matrice de passage, connaître la matrice de FA dans la base BP, donc la deuxième base. Donc pour calculer, il suffit de faire que vos FA de chacun des vecteurs, donc de 1, 1, 2. Alors quand on calcule FA de 1, 1, 2, donc il suffit de réinjecter dans l'expression en haut. Alors on calcule, hein. Donc ça nous fait, première coordonnée, ça fait 2, ensuite plus 1, 3, moins 2, ça fait 1. Et on calcule, donc ça fait moins 2, plus 5, moins 4.
et moins 2, plus 4 et 0. Alors, autrement dit, ce qu'on a trouvé, c'est que ça valait le premier vecteur. Donc l'image de V1, c'est V1. Donc c'est-à-dire que dans... Ça, c'est donc les coordonnées dans la base canonique. Et dans la base BP, c'est le vecteur V1, pas le vecteur V2, pas le vecteur V3. Voilà, ensuite, que vaut l'image de FA du deuxième vecteur. Fait a priori les calculs dans la base canonique, c'est là où on peut trouver la réponse. Et on obtient, donc on fait simplement le calcul et on trouve 0, 4 et 4. Ce qui nous fait simplement donc 4 fois lui-même. Et le dernier vecteur, c'est 1, 1, 1, comme étant les coordonnées de la base canonique. Et on trouve 2, 2, 2. Autrement dit, 2 fois lui-même. Voilà, et donc ces valeurs-là permettent de remplir la matrice de FA dans la base BP. Dans la base BP, le premier vecteur a pour image 1, 0, 0, le deuxième 0, 4, 0 et le dernier 0, 0, 2. On remarque que c'est une matrice diagonale. Et donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient les relations de passage, c'est-à-dire la matrice, ça se fait simplement A égale P D P-1. Alors bien sûr, pourquoi? C'est parce que la matrice de FA dans la base B0, c'est égal à la matrice de passage dans un sens, multiplié par la matrice dans la base BP, qui est L diagonale, multiplié par la matrice de P0BP. Voilà, et on sait bien sûr en particulier pourquoi ce genre d'expression est intéressante. Parce que si on veut calculer, admettons, les puissances de 1, ça se déporte sur les puissances de D. Et les puissances d'une matrice diagonale, c'est très simple à calculer. Ça vaut terme à terme les puissances. Voilà donc un exemple de diagonalisation.